On a tous en tête cette personne à qui il faut systématiquement envoyer le premier message. Ou alors c'est l'inverse, on fixe l'écran, littéralement incapable d'envoyer un simple salut. Eh bien, dans cette analyse, on va voir que ce n'est absolument pas de la paresse, ce n'est pas non plus un manque d'intérêt. C'est en fait de la science cérébrale de très haut vol. Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Pourquoi ce blocage ? Qu'est-ce qui rend la pression sur ce petit bouton envoyer si difficile ? La réponse se cache tout au fond des mécanismes de défense de notre propre cerveau. Pour vraiment percer ce mystère, on va décortiquer tout ça en 4 étapes. D'abord, la charge cognitive. Ensuite, la peur et le contrôle. Puis, on passera au style d'attachement, pour finir sur ce qu'on appelle la communication consciente. Allez, c'est parti pour la première couche, la charge cognitive et l'épuisement. Le célèbre psychologue Daniel Kahneman a un nom pour ça, la pensée système 2. En gros, démarrer une conversation à partir de zéro, ça demande un effort mental massif. Notre cerveau doit carrément inventer un sujet, évaluer s'il y a un risque de dire une bêtise, ou pire, de paraître complètement ennuyeux. Répondre à un message, c'est super facile, le sujet est déjà là, sur un plateau. Mais initier l'échange, ça fait appel à ce fameux système 2 qui est lent, ultra conscient et surtout qui pompe une quantité folle d'énergie. Ce qui nous amène tout droit au fléau de notre époque, l'épuisement moderne. Il suffit d'y penser un instant. Après avoir scrollé à l'infini sur les réseaux, répondu à une avalanche d'emails, géré le stress du boulot et les corvées de la maison, notre cerveau est juste complètement free. Cette culture de la performance draine littéralement nos ressources. Le résultat ? Envoyer un message n'est même plus vu comme une petite interaction sympa, c'est devenu une corvée de plus sur une liste de tâches qui n'en finit jamais. On passe à la couche numéro 2, la peur et le contrôle. Ici, on s'appuie sur le travail fascinant de la psychologue Géraldine Donnet, qui a mis en lumière ce qu'on appelle la sensibilité au rejet. Pour pas mal de gens, attendre que l'autre fasse le premier pas, c'est en fait une stratégie totalement subconsciente. Le but ? Forcer l'autre personne à prouver qu'elle s'implique. C'est un moyen de vérifier que la relation a de la valeur, avant même de prendre le risque énorme de se rendre vulnérable. Et là, accrochez-vous bien, la science nous sort une découverte absolument sidérante. Chez les personnes qui ont cette fameuse sensibilité au rejet très élevée, le simple fait d'être ignoré par message active exactement les mêmes zones dans le cerveau que la douleur physique. C'est fou, non ? Donc, ne pas écrire en premier, c'est littéralement une tentative de survie pour éviter une vraie blessure. On n'est plus du tout dans la simple prudence, c'est un mécanisme de protection pur et dur. Dans la même veine, il y a ce que la théorie de l'échange social appelle la stratégie de dominance. Si on a grandi dans un environnement un peu chaotique, on a pu apprendre que le fait d'être celui qui répond au lieu de celui qui initie donne une sorte de pouvoir et une illusion de sécurité. Mais le gros problème, c'est que dans notre monde où tout va très très vite, cette stratégie se retourne complètement contre nous. Le silence fait fuir et au lieu de garder le contrôle, la personne se retrouve paradoxalement toute seule. Ce qui nous amène au cœur du problème, la troisième couche, les styles d'attachement. Les recherches, comme celles de Druin et Landgraf, sont hyper claires sur le sujet. Certains systèmes nerveux ont littéralement besoin de plus d'espace. Moins écrire ne veut pas du tout dire qu'on aime moins. C'est souvent un besoin purement biologique de traiter les émotions à un rythme plus lent. Et c'est intimement lié à ce qu'on appelle le style d'attachement évitant. Et c'est là qu'un cycle vraiment toxique peut se mettre en place. D'un côté, on a le profil évitant qui fuit la pression et prend ses distances. De l'autre, on a le profil anxieux qui, poussé par un vrai désespoir de connexion, va bombarder l'autre de messages pour être rassuré. Sauf que ce comportement anxieux fait fuir le profil évitant encore plus loin. Au final, tout le monde se retrouve isolé et personne ne se comprend. Et pour prouver que plus n'est pas forcément mieux, regardons un peu les données de l'étude Alperns et Katz de 2017. Elles sont complètement contre-intuitives. On pourrait croire qu'envoyer des tonnes de messages rapproche les gens, n'est-ce pas ? Eh bien, pas du tout. Un volume massif de messages augmente en fait les conflits et, sur le long terme, ça détruit l'intimité. Une communication numérique non-stop ne garantit absolument pas une vraie connexion émotionnelle. Enfin, on arrive à notre toute dernière étape, la couche numéro 4, la communication consciente. Alors, comment on brise ce cycle ? La première étape, c'est d'identifier la vraie racine du problème. Est-ce que c'est de la fatigue, de la peur ou juste le style d'attachement ? Ensuite, voici la règle d'or. Il faut communiquer ce besoin d'espace, au lieu de se servir du silence comme d'une arme. Personne n'est cassé ou déficient parce qu'il n'écrit pas en premier. Mais par contre, verbaliser ses limites, c'est vital si on veut éviter de laisser notre entourage dans une confusion totale. Pour clore cette analyse, voici une petite question pour cogiter. Ces habitudes de communication, est-ce que ce sont de vraies frontières qu'on a mises en place délibérément pour protéger notre énergie,
ou bien des barrières invisibles construites par la peur et les blessures du passé? Essayer de répondre à ça, c'est sûrement le meilleur moyen de faire enfin sonner ce fameux téléphone silencieux.